première chose dont je vais vous parler, c'est toute une série de statistiques qui viennent d'être publiées il y a quelques jours. Là, donc, il y a des organismes qui comptabilisent un peu ce qu'on écoute, comment on écoute, qu'est-ce qui est posté sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, ces grands organismes d'agrégation ont publié les chiffres pour l'année 2023 il y a quelques jours. Donc, j'ai reçu le rapport et je vais commencer par vous lire quelques-uns de ces chiffres du rapport qui sont assez impressionnants parce que pour ce qui concerne la production, la consommation de musique en 2023, eh bien, on peut noter qu'on n'a jamais proposé autant de musique que l'année dernière, chaque jour, sur les plateformes de streaming que vous connaissez bien, de streaming. J'imagine que certains d'entre vous voulaient les utiliser. Ça peut être Amazon Music, ça peut être Deezer, c'est Spotify, c'est Cobus, c'est YouTube, etc., etc. Et donc chaque jour sur ces plateformes, on déposait à peu près 103 500 nouveaux fichiers de musique. Donc tous les jours, 103 500 nouveaux fichiers de musique. Ça veut dire qu'au cours de l'année 2023, on a ajouté à ce qui existait déjà préalablement 38 millions de nouvelles chansons. Maintenant, 38 millions de nouvelles chansons. C'est 10% de plus que l'année dernière, qu'en 2022, et c'est 3 fois plus qu'il y a 5 ans. Et donc, ce que vous devez vous imaginer, c'est qu'à peu près chaque année maintenant, eh bien, on compose depuis 2020 à peu près autant de musique que ce qu'on a fait depuis le Moyen-Âge jusqu'en l'an 2000. Donc, ça veut dire qu'on a une production de musique qui est devenue absolument colossale. Et donc ça veut dire que ça pose évidemment une espèce de problème, c'est qu'entre notre capacité d'écoute et la production qui est disponible, il y a un écart qui est devenu aujourd'hui presque absurde. Je peux vous donner un autre ordre de grandeur. Si vous êtes des gros amateurs de musique, que vous en écoutez tous les jours et que vous écoutez tous les jours plusieurs pistes, plusieurs chansons différentes, eh bien, vous devriez arriver au bout d'une vie à avoir écouté 500 000 chansons. Mais dans les faits, c'est beaucoup moins que ça, puisque quand vous aimez une chanson, souvent vous la réécoutez, vous la réécoutez, etc. Vous pouvez l'entendre des dizaines de fois. Et donc, on estime qu'en une vie, on écoute généralement à peu près 100 000 titres. Ça veut dire que dans l'espace d'une vie, on écoute désormais ce qui est publié en un jour sur les plateformes. Et donc, vous voyez que l'écart est évidemment absolument considérable. Mais la question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est devenu aussi démesuré? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle distance entre ce qu'on peut faire et ce qui nous est aujourd'hui proposé? Et il y a toute une série d'éléments qui peuvent expliquer ça. Le premier élément, c'est évidemment la démographie. Sur la planète Terre, on est de plus en plus nombreux, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de producteurs de musique et il y a aussi évidemment toujours plus de consommateurs. L'inflation de ce côté-là, elle est assez normale. Mais il y a aussi des raisons économiques, il y a aussi des raisons sociologiques. Mais moi, dans le cadre de l'exposition House Music, là vous avez sans doute vu la petite partie qui était consacrée à ces home studios, je vais vous parler plutôt des questions de technologie qui ont permis ou qui ont rendu ces centaines de millions, ces millions de fichiers possibles. Et donc, je vais essentiellement me concentrer sur 3 choses pendant ce petit exposé. La première chose, c'est qu'on peut parler des progrès technologiques et surtout aussi de la démocratisation de la technologie qui permet de produire de la musique. Puisque avec une bonne qualité technique et des prix qui sont abordables, fatalement, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent s'y mettre. La deuxième chose, beaucoup plus récente, là, on vous en parle pratiquement tous les jours sur les médias, c'est l'appui que l'intelligence artificielle apporte aujourd'hui à la création musicale, ou à la création de manière générale. Et puis je terminerai très brièvement pour évoquer la distribution, parce que c'est pas tout de fabriquer des fichiers son, de les fabriquer, il faut évidemment les mettre à la disposition du public et on verra que c'est aujourd'hui grandement facilité aussi. Alors, ce qu'on va voir, c'est d'abord un tout petit peu d'histoire, montrer comment on en est arrivé
à ces home studios que vous avez vus tout à l'heure. Parce que enregistrer de la musique chez soi, eh bien, c'est un peu comme cette possibilité qu'on avait avant, qu'on a toujours, de composer chez soi. Donc, vous imaginez Mozart, Beethoven, etc., qui chez eux fermaient la porte, prenaient un thé, un café, je ne sais pas très bien quoi, se mettaient à table et écrivaient leur musique. Et donc, cette volonté d'être chez soi pour pouvoir bosser, pour pouvoir créer, c'est une espèce, je ne vais pas dire de fantasme, mais une espèce de rêve qui a toujours existé. Et pourquoi est-ce que c'est mieux? Parce que quand on est chez soi, c'est plus facile de se concentrer, parce que quand on est chez soi, on est dans un environnement familier, parce que quand on est chez soi, on peut travailler à son rythme, et surtout parce que quand on est chez soi, ça coûte évidemment moins cher dans les grands studios. Le prix de leur studio est évidemment facturé à des prix exorbitants. Les gens n'ont pas trop envie de passer des semaines, des mois dans un studio pour produire un album ou pour produire des chansons. Et donc, on voit que la création, c'est très souvent lié à des questions d'intimité. Et donc, pouvoir retrouver cette intimité dans la production de musique, eh bien, c'était une chose qui me semble, qui en tout cas pour beaucoup d'artistes, a été absolument essentielle. Et donc, ce repli sur l'espace domestique, puisque c'est vrai bien de ça dont on parle maintenant, eh bien, c'est un repli qui est en marche depuis des décennies et pratiquement depuis la Seconde Guerre mondiale, où on a commencé à trouver des appareillages technologiques qui permettaient plus ou moins de commencer à travailler à la maison. Mais on verra effectivement que tout ça s'est fait de manière extrêmement progressive. Parce que pendant un bon siècle, donc depuis qu'on a inventé les moyens d'enregistrer du son et de le reproduire, on est en 1877 jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? On était presque obligé de passer dans des studios professionnels, parce que dans ces studios professionnels, il y avait des machines qui coûtaient une fortune et qui n'étaient pas toujours très très stables, et donc il fallait des spécialistes pour s'en occuper. Regardez, j'ai trouvé une photo déjà dans le fameux studio d'Abbey Road où les Beatles sont enregistrés. Dans les années 50, voilà comment s'habillaient les opérateurs. Ce sont non pas effectivement des artistes, mais à l'époque, ce sont des scientifiques qui sont avec leur fameuse blouse blanche. Et dans Abbey Road, les gens qui font la captation du son, ce sont des ingénieurs en électricité. Donc ce ne sont pas des spécialistes du studio, donc d'abord des ingénieurs, et c'est petit à petit, effectivement, donc il faut vraiment des compétences bien spécifiques pour manipuler les machines qui permettent d'enregistrer. Alors, et on peut dire que ce qui a contribué à faire changer les choses dans le domaine de la technologie, c'est plutôt les musiciens de musique populaire. Parce que depuis pratiquement le Moyen-Âge, les technologies qu'on a inventées dans la musique, elles ont souvent été commandées ou fabriquées pour des compositeurs savants. Mais ce qui va se passer à partir de la fin du 19e siècle, c'est que les compositeurs de musique populaire vont être tellement populaires, vont être tellement importants dans la vente et dans la diffusion des technologies, que désormais les ingénieurs qui fabriquent des machines vont se tourner vers eux. Je vous donne un exemple qui me semblait le plus parlant, c'est dans le domaine des synthétiseurs. Et donc, les premiers synthétiseurs qu'on invente, c'est un monsieur qui s'appelle Robert Moog, et au tout début, vers 1963-1964, il commercialise son premier synthétiseur, celui que vous voyez sur la gauche là-bas, et ce premier synthétiseur, on l'appelle Big Moog. Vous voyez que ça ressemble aux anciennes centrales téléphoniques. Il faut faire des tas de câblages pour avoir des sons, parce qu'on a 4 modules différents, et vous avez un clavier en dessous qui permet de jouer ça, et tout ce bazar-là, ça ne permet que de jouer un son à la fois, c'est un appareil monophonique. Donc vous ne pouvez pas faire plusieurs sons au même temps. Et donc, on avait les grands studios de l'époque, ça coûtait le prix d'une maison aussi, c'est un truc comme celui-là. Donc ça veut dire que les seules personnes qui pouvaient s'acheter ça, c'était les grands studios d'enregistrement. Et donc les musiciens de pop, les musiciens de rock découvrent ça dans les studios et puis ils se disent mais les sonorités c'est super, mais moi je voudrais ça, je veux cette technologie-là pour partir en tournée. Vous imaginez aller tourner avec un bazar comme ça pèse des tonnes, il faut tous les jours le monter, garder les réglages, etc. Et donc ce qu'on demande à Big Moog, ou ce que ces musiciens de musique populaire demandent à Robert Moog, c'est évidemment de faire une version plus compacte qui va être pouvoir transportable sur les routes. Et ce sera à partir de 1970 la mise sur le marché de ces minimums. Donc c'est d'abord des injonctions qui viennent de la musique populaire qui ont conduit les ingénieurs, les spécialistes
à travailler d'abord ou à travailler plutôt majoritairement pour ces musiciens. Alors, pour ce qui nous intéresse, pour ramener les choses vers la maison, donc pour passer du studio vers la maison, la première grande étape, ça a été l'invention de ce qu'on appelle la bande magnétique. Et les premiers enregistreurs à bande magnétique, ils sont inventés en Allemagne dans les années 1930 par une firme qui s'appelle AEG. Et cette firme AEG, elle fait des appareils de ce calibre-là, parce que les magnétophones vont surtout se développer très très rapidement pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fois pour des questions de communication, et puis aussi très très régulièrement, eh bien c'est un appareil qui peut lire des bandes, et en tout cas, on peut les diffuser via, ou en tout cas par le biais de la radio. Et donc vous avez ici, c'est un appareil qui appartenait à l'armée allemande, et donc vous avez le bande magnétique qui sont couplées avec un instrument de diffusion du son. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, ce que je voulais signaler ici, c'est que le premier avantage immense de ces enregistrements, de ces enregistreurs à bande, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va permettre à des particuliers de s'en emparer par rapport aux technologies d'enregistrement qu'on connaissait à l'époque? Qu'est-ce qui va changer, qui va vraiment être une révolution dont tout le monde se sert encore aujourd'hui, de manière un peu différente, mais c'est toujours le même principe aujourd'hui. Le montage? Pardon? Le montage? Le montage, effectivement, ça permet tout simplement de faire du copier-coller. Ça veut dire que avant, quand on enregistrait, eh bien, vous enregistrez directement sur un support, quelqu'un fait une faute, on recommence. On recommence une deuxième fois, quelqu'un d'autre fait une faute, il faut recommencer. Tandis qu'ici, quand on a 3 ou 4 prises, eh bien, les gens vont se dire, ben, sur le deuxième enregistrement, cette partie-là, c'était mieux, on va aller découper la partie, on va faire des collettes, et puis alors, évidemment, on commence à faire du copier-coller, qui sera, et qui a toujours beaucoup de succès auprès des étudiants aujourd'hui. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que ça, eh bien, très très vite, on va essayer de le miniaturiser de nouveau pour que des privés, pour que des particuliers puissent en bénéficier. Et voilà ici, toujours chez la même film, chez AEG, voilà un des premiers enregistreurs qu'on pouvait ramener à la maison. Et donc il s'agit donc bien d'un enregistreur à bande qui est produit à partir de 1951. Et dans ce cas-ci, c'était déjà un appareil complet, puisque vous pouviez d'un côté enregistrer, puis vous pouviez relire les bandes que vous aviez enregistrées parce que là-dedans, il y avait un haut-parleur et un amplificateur qui était intégré dans l'enregistreur à bande. Et donc ça veut dire qu'on avait en plus quelques éléments, vous pouvez regarder là-dessus, il y avait 3 boutons qui permettaient de régler les basses, ou les aigus qui permettaient de régler le volume. Donc on avait déjà quelque chose d'important. Et surtout, ça devient un peu démocratique, puisque au moment où c'est vendu, ça coûtait à l'époque 770 Deutschmark, et quand on actualise ça, c'est à peu près 2500 € actuels pour cet enregistreur-là. Évidemment, c'est un peu plus démocratique, ce n'est quand même pas à la portée de toutes les bourses, d'autant plus que ce n'est pas complet. Si vous voulez enregistrer, il vous faut aussi évidemment des micros et une petite installation, ce qui veut dire que c'est bon marché, mais c'est quand même pas encore si bon marché que ça. L'étape suivante, eh bien, elle viendra de choses que vous avez tous connues encore, j'imagine que vous connaissez encore, c'est les fameuses magnétocassettes. Et ces magnétocassettes, eh bien, elles ont existé par dizaines, évidemment. Et les premières magnétocassettes, le premier appareil magnétocassette, c'est 1961, parce que ça c'est une version un peu plus tardive, et c'est commercialisé par la firme Philips. Et donc dans ce cas-ci, vous vous souvenez évidemment, le magnétocassette, ça vous permet d'écouter de la musique, mais aussi de l'enregistrer pratiquement partout. Donc c'est un appareil qui est portable et donc on peut retrouver, on peut évidemment utiliser chez soi. Et le modèle que vous avez sous les yeux, c'est un des plus performants de l'époque, puisqu'il corrige déjà un des premiers défauts de ces premiers musicassettes, c'est-à-dire que la vitesse à laquelle tournait une fois que c'était ça ralentissait un peu, ça pouvait accélérer, etc. Et donc là, il y a déjà un système de régulation de la vitesse
qui fait que la qualité du son est déjà nettement meilleure que dans les versions sorties à partir de 1961. Et donc, de manière générale, ces magnétophones-là, ou ces magnétocassettes, ils apportent plusieurs améliorations. D'abord, on a un gain de place, c'est de la miniaturisation, c'est très facile de placer la bande dans le petit réceptacle, alors qu'effectivement, quand vous avez les bobines, c'est pas toujours extrêmement facile de les amorcer. La bande elle est protégée dans la cassette des manipulations, parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui que des ingénieurs qui essayent de retravailler, notamment avec des grandes bandes, etc., il suffit que quelqu'un les ait touchées, etc., pour que ça s'abîme très très fort. Et donc, les cassettes pouvaient être préservées plus facilement. Et puis évidemment, ça prend peu de place, et surtout, une des raisons qui vont conduire au succès de ça, c'est qu'on peut les intégrer dans les voitures. Et donc, la plupart des premiers appareils des bagnoles comportaient un lecteur de cassette. Et puis surtout, évidemment, ça permet de faire des enregistrements partout. Et initialement, eh bien, on revient dans la maison, et vous le voyez dans les publicités de l'époque, la première chose qu'on vous incite à faire avec des appareils comme celui-là, c'est d'enregistrer à la maison. Et enregistrer à la maison, pas un orchestre symphonique, ou pas imiter au café dans la musique populaire, mais juste enregistrer la vie de tous les jours. Et donc, c'est cette première espèce de repli dont je vous parlais. Et le succès de ces appareils-là va être colossal. J'imagine que dans vos greniers, etc., vous avez encore peut-être, certains d'entre vous, des appareils de ce type-là, mais toutes les grandes firmes de l'époque ont évidemment construit des enregistreurs comme ça. Alors, pour les musiciens amateurs, l'avantage de ces enregistreurs-là, c'est que ça permet d'enregistrer des bandes démo. Donc, si vous-même, vous êtes un musicien, eh bien, on ne pourra évidemment pas commercialiser une cassette que vous avez réalisée, parce que vous le voyez, elle a un micro, et donc ça veut dire que c'est mono, que la qualité n'est pas toujours parfaite, mais pour pas mal de groupes, pour pas mal de musiciens, eh bien, c'est sur des appareils comme ceux-là qu'on va enregistrer ce qu'on appelle des bandes démo. Et puis alors, on enverra la cassette un peu partout dans l'espoir qu'une firme de disques ou qu'un artiste acceptera d'enregistrer ou de reprendre une chanson que vous aviez composée. Donc, on n'est pas encore à un niveau de qualité énorme, mais ça permet au moins de diffuser sa musique. L'énorme pas en avant, il a ensuite été réalisé dans le domaine de la numérisation et des stations audio numériques. C'est ce dont on vous a parlé dans l'exposition tout à l'heure. Et ce tournant de la numérisation, eh bien lui, il s'opère dans les années 1980 avec un enregistrement numérique dont le développement va coïncider avec celui de l'informatique personnelle, des ordinateurs personnels qui commencent à se développer. Et parmi les logiciels, les premiers logiciels qui permettaient de faire du son sur son ordinateur personnel, un des premiers, il s'appelle Sound Designer, vous le voyez, il est en 1985, et donc c'était le programme qui vous permettait de créer vos sons sur les ordinateurs Macintosh, sur les ordinateurs Macintosh de l'époque. Et donc, on pouvait à la fois enregistrer des sons, mais aussi on pouvait reprendre ces sons pour les transformer. Vous voyez, sur les côtés, il y avait une série de petits outils comme ça, et donc on pouvait modifier les sons qu'on avait enregistrés. C'était d'une manière très très basique. Et donc, Apple fait ça pour Macintosh, mais il y a des tas de systèmes exactement au même moment qui se mettent en place. Je vous ai donné une autre publicité pour un logiciel un peu similaire qui s'appelle SoundTool, mais je vous le signale parce que SoundTool c'est devenu aujourd'hui un des plus grands logiciels, ou un des logiciels les plus célèbres dans le domaine de la fabrication musicale, qui s'appelle Pro Tools. Bon, il faut être compositeur soi-même, mais c'est vraiment celui que la plupart des gens utilisent aujourd'hui. Et donc, voilà, je ne savais pas qu'il y en avait un dans l'exposition, sinon je vous y aurais renvoyé. Voilà à quoi ressemblaient ces premiers home studios de l'époque. Et donc, vous aviez votre ordinateur, vous aviez évidemment l'enregistreur à cassette sur le côté en stéréo qui vous permettait d'enregistrer ce que vous aviez. Il fallait évidemment 2 diffuseurs, et puis il faut stocker l'information à l'époque. Et si certains d'entre vous s'en rappellent, il faut stocker l'information sur les petites disquettes que vous voyez là.
sur le côté. Alors, au début, ces logiciels restaient évidemment très coûteux parce qu'en plus du prix de l'ordinateur, vous deviez évidemment acheter des enceintes, acheter l'enregistreur, acheter des disquettes, etc. Et puis, c'était aussi relativement complexe d'utilisation parce que si des systèmes aujourd'hui sont extrêmement conviviaux, eh bien à l'époque, il y avait un apprentissage qui pouvait être long, qui pouvait être difficile, et c'était parfois extrêmement difficile de trouver des informations là-dessus. Et donc, ça veut dire que si vous vouliez enregistrer à la maison avec des choses comme celle-là, ben, il vous fallait des compétences qui étaient non pas celles d'un ingénieur électricien, mais qui étaient plutôt des compétences d'un informaticien. Et donc, être musicien seulement, c'était une chose qui ne suffisait pas nécessairement parce qu'il fallait configurer les interfaces, il fallait configurer les paramètres pour échantillonner les sons qu'on allait enregistrer, il fallait convertir les fichiers dans des formats pour pouvoir les stocker, et donc tout ça, ça nécessitait des compétences informatiques. Et puis, surtout, évidemment, ces logiciels-là, ou en tout cas ce qu'on enregistrait avec ça, c'était évidemment touché par des limitations matérielles, parce que les ordinateurs personnels des années 80, même des années 90, ils avaient des capacités de stockage qui étaient très très limitées. Parce que, vous pouvez le deviner, on stockait des informations sur les disquettes, et donc ça veut dire qu'on était tout le temps confronté à des contraintes en termes de durée, on était confronté à des contraintes en termes de pistes, on ne pouvait pas multiplier les pistes, on était aussi confronté à des problèmes de puissance de traitement, vous ne pouviez pas venir avec trop d'informations en même temps. Et puis il y avait aussi évidemment des soucis de qualité sonore. Il faut jouer un peu avec des vieux jeux vidéo, vous entendrez la qualité sonore, c'est le type de qualité sonore qu'on avait avec des enregistreurs comme ceux-là. Et puis enfin, le dernier tout gros problème, c'était la connectivité. C'est-à-dire qu'entre un système Macintosh et puis, vous voyez, un enregistreur à cassette JVC et puis un amplificateur, etc., en fait, les prises, etc., ça n'allait pas de soi. Aujourd'hui, les choses sont à peu près uniformisées, en tout cas, ça va l'être relativement rapidement, mais la connectivité entre des appareils qui n'étaient pas nécessairement destinés à fonctionner ensemble n'était pas des plus simples. Mais ça veut dire que dès les années 80, le principe du système qui va permettre de travailler à la maison, d'enregistrer à la maison, il est acquis. Et depuis les années 80, tout ce qu'on a fait, c'est juste améliorer ces systèmes-là. Et c'est les systèmes qui permettent désormais d'enregistrer à la maison. On les appelle les Digital Audio Workstation. Donc, en traduction française, ce sont les stations audio numériques. Et donc, ces stations audio numériques, elles vous permettent désormais d'enregistrer, d'éditer. Et qu'est-ce que ça veut dire éditer? Ça veut dire que vous avez un son et vous pouvez le transformer comme vous voulez. Donc le ralentir, le compresser, le transposer, l'inverser, tous les systèmes possibles et imaginables. Et puis ces stations audio numériques, elles permettent aussi de mixer, ça veut dire d'équilibrer les différentes pistes de son que vous avez et de stocker. Alors pour faire tout ça, eh bien aujourd'hui, donc à partir des années 80, se sont développés d'abord, il faut toute une série de matériels, il faut un logiciel qui vous permet de faire toutes ces opérations-là. Et les logiciels, il y en a des dizaines et des dizaines aujourd'hui. Je vous passe les plus fameux dans les stations audio numériques. Vous avez au-dessus Pro Tools, GarageBand, c'est celui qui est au milieu. GarageBand, c'est celui qui est offert, entre guillemets, quand vous achetez un ordinateur Macintosh, c'est celui qui est là-dessus. Vous avez celui que je vous montre là au-dessus, qui s'appelle FL Studio. Je vous montre parce que c'est des Belges qui ont mis celui-là au point et qui est très très fortement utilisé par des musiciens de rap un peu partout sur la planète d'ailleurs. Et puis vous en avez d'autres, mais ça commence que ce que je vais vous montrer. Donc ça, première chose qu'il faut, c'est un logiciel. Et il faut vous dire que quand on a un ordinateur et qu'on a 14 ans, les logiciels ils ne sont pas très très chers, c'est 200, 300, 500, 1000 euros. Vous pouvez avoir des choses qui sont très très performantes, mais quand je demande aux étudiants avec quoi ils travaillent quand ils font leur propre son chez eux, là tous me disent je les ai craqués. Donc ils piratent en fait ces logiciels-là pour pouvoir les utiliser. Donc pour l'instant, les finances là-dessus ne sont pas très très importantes. L'autre chose, c'est qu'il faut un convertisseur. Il faut un convertisseur analogique numérique, c'est-à-dire que sur vos ordinateurs ou sur ces programmes-là, vous pouvez enregistrer des sons qui viennent de l'extérieur. Vous pouvez juste
chantez vous-même, vous enregistrez, vous pouvez jouer d'un instrument et vous l'enregistrer, mais ça veut dire que pour passer de quelque chose d'analogique à quelque chose de numérique, il faut évidemment que les sons puissent être convertis. Donc c'est la deuxième chose qu'il faut dans ces stations audio numériques. La troisième chose, c'est qu'il faut évidemment un ordinateur, mais là, aujourd'hui, je pense qu'à partir de l'adolescence, l'immense majorité des gens qui vivent en Occident et qui font des études, ben, ils ont un ordinateur portable, voire même, aujourd'hui, ça suffit pour composer. Donc, dans la plupart des cas, si vous voyez, il y a ce qu'on appelle des beatmakers, donc des gens qui font des musiques sur lesquelles les gens vont rapper, vont danser, etc. Ben, ils travaillent juste avec leur téléphone, ils font tout, parce qu'ils ont les programmes dont je viens de vous parler. Et puis, il faut évidemment, avec ça, un système d'écoute. Vous avez les baffes qui sont sur l'ordinateur, mais c'est quand même bien d'avoir un matériel qui est un tout petit peu plus performant. Et puis, il faut aussi une banque de sons. Parce que quand vous achetez ces logiciels-là, vous n'avez que des sons de base qui ne sont pas extrêmement intéressants. Et donc, il y a des tas de firmes aujourd'hui qui vous proposent des milliers et des milliers de sonorités différentes. Et donc, dans la plupart des cas, les ados, ils vont craquer ces banques de sons, donc ils volent ça. Et donc, ils vont, parce qu'on vous explique sur YouTube comment vous pouvez aller craquer ces banques de sons. Mais il y a toute une série d'ingénieurs qui travaillent là-dessus. Et je vais vous montrer une qui me paraît vraiment super impressionnante. C'est un truc français, une firme qui s'appelle Modart. Et donc, qui, elle, vend, si vous voulez, les sonorités des plus grands instruments de musique. C'est-à-dire que vous êtes dans votre chambre et vous voulez faire de la musique pour piano qui va sonner d'une manière particulière, et vous dites, qu'est-ce que ce serait bien si je pouvais avoir un Steinway de concert, mais qui coûte, je ne sais pas, aujourd'hui un Steinway de concert, ça coûte maintenant 250 000 €, quelque chose comme ça. Et donc, vous dire, 250 000 €, je ne les ai pas. Mais ici, en fait, pour 1 000 € que vous payez à cette firme-là, eh bien, vous pouvez avoir quelques-uns des plus grands pianos du monde, parce que ce sont ces sonorités-là qui sont samplées. Donc, je vous passe, si j'arrive à retomber tout de suite sur... si j'arrive à retomber tout de suite dessus, voilà. Donc le truc s'appelle Pianothèque, et donc voilà, ça c'est un Steinway, c'est tout grand piano de concert, piano à queue, et donc voilà ce que ça donne quand c'est joué sur un bête clavier maître que vous achetez à quelques centaines d'euros dans une firme. Le Steinway ne vous plaît pas, eh bien ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés sampler dans un musée d'instruments de musique. Eh bien, vous allez pouvoir jouer ici sur un piano historique de 1899, donc un Bechstein. C'était une des grandes firmes de la fin du 19e, et vous avez la sonorité de ce piano. Là, si vous voulez celui-là. Et ça existe aussi pour d'autres choses. Ils sont allés à Bruxelles, donc au musée des instruments de musique, et donc à Bruxelles, on a la plus grande collection de clavecins flamands qui ont été faits par une famille très célèbre qui s'appelle les Rekers. Eh bien, ils ont samplé ça, donc sur le même clavier, vous n'avez pas bougé, vous passez du Bechstein et vous allez faire écouter du clavecin. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'avec ces banques de sons, vous n'êtes même plus obligé d'avoir le moindre instrument de musique chez vous, évidemment, puisque vous allez chercher les sonorités qui vous intéressent à peu près où vous le voulez, mais ce n'est pas interdit. La plupart des musiciens continuent à jouer chez eux avec leurs propres instruments qui vont enregistrer directement. Et ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est ceci. Attendez, il faut que j'y revienne. Voilà. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, le garçon. On en parle beaucoup maintenant. Il s'appelle Pierre Demar. Il s'appelle Pierre Demar. Et donc, ben, regardez, avec il est dans sa chambre et son home studio, il est là. Et dans quelques secondes, je vous passe ce qui est
Ça aussi, et donc à partir du moment où je me retrouve avec cet iPhone dans les mains et cet outil formidable qui permet qui initie un problème de personne, je pense à la composition, j'ai envie d'en faire tout le concernant. Je suis sur GarageBand. Voilà, j'arrive là, c'est juste pour vous montrer exactement, donc on a joué sur le piano, et vous voyez en fait que sur son logiciel qui est GarageBand, eh bien, les notes de piano, elles se sont enregistrées directement, et donc ce que vous avez dans le sens horizontal, eh bien, c'est la durée des notes, et donc c'est la durée qui est enregistrée, et puis ce que vous avez dans l'autre sens, c'est la hauteur des notes, et vous avez, on devine ici, on a la photo de la représentation du clavier avec les touches noires et les touches blanches. Et une fois qu'on a enregistré, en fait, parce que Pierre Demar, c'est pas un très très grand pianiste, mais ce qu'on demande au logiciel, bah, tu corriges et tu calmes les trucs rythmiquement en disant bah, moi j'étais une fraction de seconde trop tôt, une fraction de seconde trop tard. Et en fait, avec un logiciel comme celui-là, ça va corriger, ça va remettre exactement les choses en place. J'ai mal tapé une note et j'étais pas sur le moment, je devais faire un do et j'ai fait un ré ou un do dièse. Pas de souci parce que, en fait, pour le logiciel, vous n'êtes pas dans la tonalité, il peut aller corriger les notes, etc. Et donc, on a cette espèce d'élément qui vous permet de faire ça. Donc, une fois qu'il a enregistré le piano, il peut ajouter de la batterie, il va chercher un son de batterie dans une banque de son. Il a besoin d'une basse, il va chercher une basse dans une banque de son. Et chaque fois, on peut retrouver les sonorités et évidemment, chaque fois, les retravailler. Parce que même le piano, ou ces magnifiques sonorités que je vous ai entendues tout à l'heure, si vous trouvez qu'il faut un son plus percussif, des choses comme ça, tout peut en permanence être retravaillé. Et donc ça veut dire que les home studios aujourd'hui, c'est devenu des choses qui sont extrêmement différentes. Je vous montre, il y a une espèce de club de fans absolus de toutes ces nouvelles technologies qui se réunit une fois par mois dans la bibliothèque d'Ixelles. Et donc ils font de la bibliothèque une espèce de home studio. Et donc vous voyez, j'ai pris une photo des dernières séances là-bas. Et il y avait ce monsieur qui est sur le côté qui venait présenter un saxophone. Et le saxophone, c'est juste comme un saxophone à touche, mais donc ça, le son qu'il produit, c'est directement envoyé dans des baffes, etc. Donc il n'y a pas de. C'est plus un instrument à souffle dans lequel vous entendez directement ce qui se passe dans le pavillon. Ça passe et c'est traité électroniquement, mais dans le saxophone, vous avez le son de 50 saxophones si vous le souhaitez. Donc si vous voulez jouer du saxophone soprano, vous mettez un programme, vous avez le saxophone soprano. Et puis vous avez le monsieur qui est là derrière, et bien lui, il a le fameux programme, il enregistre, il cale, il modifie les choses, etc. Et puis, donc ça, c'est aussi une espèce de bricolage. On a vu Pierre Demar, on voit ces gens-ci. Et puis, si vous êtes vraiment fortuné, vous pouvez être comme ce monsieur-là, il est chez lui. Et donc voilà, là, c'est un home studio qui a évidemment encore un peu plus d'ampleur. Et donc, ce monsieur qui fait ça, il s'appelle Flying Lotus. Et Flying Lotus, je ne sais pas si certains d'entre vous aiment bien le rap. C'est un monsieur qui fait ce qu'on appelle de l'abstract hip-hop. Et donc, c'est une forme de rap très expérimentale. En tout cas, avec, vous le voyez, ben, il a son écran et un clavier derrière. Vous voyez que l'équipement sur le côté peut être véritablement considérable. Alors, si on repart des premiers logiciels des années 80 et qu'on arrive à un truc comme celui-là, on peut constater que presque tout dans ces systèmes rudimentaires a été amélioré. Ce qui a été amélioré, c'est évidemment la qualité du son. Parce que ce qui a été modifié, c'est aussi la résolution et les taux d'échantillonnage. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé sur certains CD ou sur certains documents qu'on voit parfois, vous avez 8, 16 bits, 32 bits, 64 bits, et vous avez des kilohertz pour la résolution. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce langage-là? Une toute petite synthèse, c'est que pour passer de l'analogique au numérique, on doit hacher les sons. Et donc, ce que vous voyez au-dessus, vous avez un son analogique d'origine. Quand je parle, quand n'importe qui parle, en fait, ce sont des vagues. Et donc, ces vagues analogiques, on doit les transformer en fichiers numériques. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on faisait des CD, et avant les CD, quand on faisait les premiers jeux vidéo, eh bien, la résolution, c'est 16 bits et 44,1 GHz. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire? Les bits, c'est la qualité du codage
Et les kilohertz, c'est le nombre d'informations stockées par seconde. Ça veut dire ici que eh bien, la vague, elle est découpée 44 100 fois par seconde pour essayer de reproduire au plus proche la sonorité, les sonorités. Et donc, quand on a commencé, donc je vous parlais tout à l'heure des jeux vidéo, ben on était à 8 bits et seulement à peu près à 22 kHz. Et aujourd'hui, eh bien, dans la plupart des enregistrements, eh bien, ça veut dire qu'on est pratiquement 4 ou 5 fois plus haut. On a des enregistrements qui sont presque tous 24 bits, 96 kHz, c'est-à-dire que sur une seconde de musique, vous avez 96 000 petits fragments qui ont été isolés pour que le son soit le plus fidèle possible au son original. Alors, le tout gros problème, c'est que au départ, stocker des informations qui ont été autant découpées, ça prend de la place. Et donc, je peux vous donner un tout petit exemple. 1 minute de son mono enregistré en qualité CD, il fallait 5,3 mégaoctets de données. C'est plus qu'une disquette. Et donc, ça veut dire que ce qui a été amélioré, c'est aussi la capacité de stockage de tous nos ordinateurs, etc., qui permettent aujourd'hui, évidemment, d'avoir un nombre très très important d'échantillons par seconde. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, parce que ça prend tellement de place, c'est que quand vous écoutez de la musique, je sais pas, quand vous écoutez YouTube, etc., c'est sous quel format les fichiers? C'est sous quel format? MP3. Oui, c'est ça, c'est la plupart du temps, c'est des MP3, c'est-à-dire des fichiers qui ont été compressés. Et donc, ce qu'on écoute, c'est effectivement pas toujours une qualité optimale. Il y a une seule plateforme de streaming aujourd'hui qui offre une qualité qui est supérieure, qui est faite à haute résolution. C'est une plateforme qui s'appelle Qobuz. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, donc c'est pas Spotify, c'est pas YouTube. Et Qobuz, c'est une plateforme qui au départ s'était spécialisée dans le domaine de la musique classique. Et donc l'abonnement est plus cher que Spotify, etc. Parce que eux, évidemment, les capacités de stockage de cette firme qui donne ça, elles doivent être évidemment bien plus conséquentes, puisque tous les fichiers son sont beaucoup plus lourds sur Qobuz que sur les plateformes rivales. Pardon? Oui, voilà, voilà, c'est ça. En fait, dans le MP3, ça écrète les fréquences aiguës, les fréquences graves, c'est celles qu'on n'est pas censé entendre. Mais de notre côté, quand vous écoutez ça sur un très très bon matériel, entre un fichier MP3 et un vinyle, par exemple, des choses comme ça, on entend quand même la différence. Bon, si je vous passe un MP3 ou sur un autre comme ça, on n'entendra pas, mais il faut qu'on ait du matériel un peu de qualité, la différence est importante. Donc ça, c'est la première évolution, c'est la qualité de la numérisation. Deuxième évolution, c'est ce qu'on appelle l'interface utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, travailler comme Pierre Demar sur son ordinateur et sur son logiciel, c'est beaucoup plus simple. C'est accessible à tout le monde, y compris quand on est débutant, et avec des fonctionnalités qui sont parfois très très avancées, donc qui vous permettent de faire un travail de professionnel, alors que la prise en main n'est pas extrêmement compliquée. Et même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qu'est-ce qui se passe effectivement? Je vous mettrai Footnote, je ne sais pas quoi, dans les mains. Qu'est-ce que vous faites si vous ne savez pas comment ça fonctionne? Ce que font maintenant absolument tout le monde. YouTube. Voilà, oui, vous allez voir des tutos sur YouTube. Et donc tout le monde a eu ce problème, effectivement. Et si vous dites, je n'arrive pas à allumer mon ordinateur, vous posez la question quelque part, on vous expliquera comment vous pouvez le faire par ailleurs. Et si vous n'arrivez pas à faire fonctionner une fonctionnalité, vous posez la question. Et donc il y a cette espèce de co-apprentissage aujourd'hui qui est devenu vraiment tout à fait colossal. Je pense que la petite vidéo dans l'exposition vous l'explique bien en disant, et moi j'ai la version X de tel logiciel, je ne sais pas comment ça fonctionne, mon téléphone, on se renseigne, et la pédagogie va bien plus rapidement. Et donc, c'est une espèce de ce qu'on appelle un entrepreneuriat collectif, c'est-à-dire que c'est une sagesse collective qui permet aux gens de progresser très très rapidement. Le troisième avantage, maintenant, troisième évolution de toutes ces stations de numérique, c'est la modification des sons enregistrés. Sur les premiers logiciels, on fait des enregistrements
audio de base, mais les transformations qui étaient possibles étaient beaucoup plus limitées. Aujourd'hui, vous pouvez absolument tout faire avec, avec ces logiciels-là, que ce soit les transformations, des effets audio, du mixage, du mastering, etc. etc. Et puis alors, ce qui est aussi très très impressionnant, et on peut le deviner avec Pierre Demar, c'est que maintenant, tout peut se faire, quand vous transformez un son sur ces logiciels-là, tout se fait en temps réel. C'est-à-dire que si vous voulez dire, ben voilà, j'ai un extrait qui fait 1 minute, je veux rétrécir cet extrait à 30 secondes en restant à la même hauteur, eh bien, vous décidez ça, vous l'implémentez, c'est fait. Alors qu'avant, effectivement, il y avait toute une série de calculs qui devaient être faits et vous aviez parfois plusieurs secondes, voire plusieurs dizaines de secondes entre le moment où vous commandiez, vous pressiez une commande et le moment où vous aviez du résultat. Donc cette capacité de travailler en temps réel est devenue absolument exceptionnelle. Et puis alors aussi, c'est ce qui a beaucoup changé, c'est la capacité multicanale. Souvenez-vous de la publicité avec la maman qui tend le micro à son fiston. On a un seul canal et c'est un enregistrement mono. Eh bien, aujourd'hui, avec les stations audio numériques, si vous voulez empiler 300 pistes, ça ne pose aucun problème. Alors que dans les studios professionnels, on était souvent limité à 24 pistes. Et pour les plus grands studios, on avait 36 pistes différentes. Ça veut dire qu'on avait une piste pour la caisse claire sur la batterie, une piste pour la grosse caisse, une piste pour la cymbale, deux pistes pour le chanteur, etc. Donc vous pouviez les multiplier. Et ici, il n'y a absolument aucune limite. J'ai vu des gens travailler avec des centaines de pistes qui n'avaient pu s'y retrouver, tellement ils pouvaient empiler des choses et les modifier, etc. Donc il y a cette capacité multicanale qui existe. Et puis il y a aujourd'hui la connectivité qui s'est beaucoup améliorée. Et donc ça veut dire que une fois que vous avez une machine, que vous devez brancher votre piano, etc., tout ça se fait de manière ultra simple. Et enfin, ce qui a évidemment convaincu des millions de gens ici à se mettre à ces stations audio numériques, c'est que les coûts sont devenus dérisoires. Vous avez, comme je vous l'ai dit, effectivement, vos parents vont vous faire pour votre anniversaire, pour votre 15 ans, ils vous ont offert un ordinateur portable, ou ils vous ont offert un téléphone. Eh bien, c'est suffisant aujourd'hui pour pouvoir produire de la musique. Alors ça, c'était première petite partie. Je vais être beaucoup plus bref, mais je voulais quand même juste terminer en vous disant que puisque c'est facile, puisqu'aujourd'hui il y a des millions de personnes qui composent, ça veut dire qu'on a aussi des stocks invraisemblables de musique qui ne sont jamais écoutés. Et donc dans le rapport que je viens de recevoir la semaine dernière, vous le voyez, 46 millions d'œuvres n'ont pas été écoutées une seule fois dans le paquet qui a été fait. Et puis vous voyez, 34 millions, moins d'une dizaine de fois. Et quand c'est moins d'une dizaine de fois, on peut supposer que c'est juste le compositeur lui-même qui l'a écouté. Et puis éventuellement son papa, sa maman et ses amis. Et puis on ne va pas tellement plus loin. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand on est au bout de la chaîne, l'année dernière, 19 chansons ont été écoutées plus d'1 milliard de fois. Ça veut dire qu'on est dans un écosystème où un tout petit nombre d'acteurs permet de faire vivre un nombre invraisemblable d'artistes. Et en fait, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, l'économiste qui bossait pour Barack Obama était un fan de rock'n'roll. Et donc il a écrit un ouvrage qui s'appelle Rockonomics, l'économie du rock. Et il y a quelques années, dans son bouquin, il remarquait déjà ça. C'est en fait que l'économie de la musique, elle commence à ressembler à l'économie réelle. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? On entend ça tout le temps dans les médias en disant sur la planète Terre, c'est le pourcent qui possède autant que 50, 60, 50% de la population mondiale. Eh bien, on est dans le même cas aujourd'hui dans la musique. C'est sans doute moins d'1% des artistes qui font le chiffre d'affaires de l'intégralité de la chaîne musicale. Alors, quelques mots maintenant sur les avancées des quelques derniers mois. Enfin, des quelques mois, je ne sais même pas si on peut compter en années, on peut compter peut-être en mois, parce que je me demande si pour la musique, le 21e siècle
n'a pas commencé le 30 novembre 2022. Et qu'est-ce qui s'est passé le 30 novembre 2022? ChatGPT. Voilà, c'est ChatGPT qui a été ce robot conversationnel, là où cette intelligence artificielle générative, elle a été accessible au grand public. Et dès le début, la musique a été concernée, et en même temps, ChatGPT, il y a déjà aujourd'hui une dizaine d'initiatives qui sont accessibles en ligne et super faciles à utiliser. Et de nouveau, vous utilisez ça à la maison, hein, vous travaillez sur ChatGPT. Et cette utilisation, un de ces agents créateurs, c'est MusicGen, qui est propriété de Meta. Meta, vous savez, c'est Facebook, etc. Et là-dessus, eh bien, ça fonctionne comme dans ChatGPT. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé le système. Vous donnez des ordres et il compose. Donc vous ne devez rien connaître dans le domaine de la musique. Vous dites, ben, moi je suis un fan de Queen, eh bien, je suis un fan de tel artiste, et moi je voudrais en fait de la musique rock, mais avec de la voix d'opéra. Et donc vous écrivez ça, je voudrais du rock avec une voix d'opéra, et il vous propose ça. Alors quand on fait ça, ça foire tout le temps. Je suis juste allé revoir chez eux. Et donc si ça se branche sans trop de problèmes, voilà le type d'injonction. Vous ne le voyez pas, mais je vous donne le type d'injonction qui ont pu être suggérées. Voilà, je voudrais un grand arrangement orchestral avec des percussions très bruyantes, des cuivres un peu épiques, avec des cordes très prononcées qui pourraient correspondre à une bataille dans un film d'aventure. Et donc c'est ça les consignes qui sont données, et voilà le résultat. Je coupe là, mais donc, vous voyez, il n'y a pas de musicien là derrière, simplement une injonction, vous demandez, et puis on vous propose des choses comme celle-là, et vous, j'ai essayé, c'est quand même super impressionnant, il reste des tas de défauts, il y a parfois les consignes, on se demande mais comment ça fait, puis il y a des ruptures un peu bizarroïdes, etc. Mais je pense qu'on est au début de la technologie, et puis dans les mois et les années qui viennent, ce sont des choses qui vont sans doute être... Ils se sont fort inspirés de Tirade des Caraïbes. Ah ben, évidemment, parce que... Lorsqu'il y a un stock, et puis on... Voilà, exactement. Oui, voilà. Et donc, je vais en dire quelques mots, parce qu'effectivement, il y a deux manières de générer des choses comme ça. C'est soit, effectivement, travailler à partir d'une espèce de stock qui est disponible, dans lequel on va puiser, ou alors, il y a encore des trucs génératifs qui permettent de créer véritablement les sonorités. On a deux types d'approches, mais deux types d'approches qui posent toutes les deux des problèmes, évidemment, puisque les procédés compositionnels, on a donc le cas où on combine des timbres parce qu'on a des banques de sons, etc., ou dans l'autre cas, eh bien, on va chercher des morceaux à gauche et à droite qu'on peut recombiner, transposer, etc., en fonction des injonctions. Et donc, si l'intelligence artificielle à la maison, c'est devenu une obsession, c'est aussi parce que maintenant, elle a des avantages absolument incroyables. Et les avantages incroyables, il y en a deux. Dans notre société du XXIe siècle, le besoin de musique d'ameublement, le besoin de musique de tapisserie, il est devenu considérable. Et en commençant, je vous avais parlé du nombre de fichiers, des centaines de milliers, des 38 millions de fichiers qui ont été déposés l'année dernière là-dessus. Eh bien, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que dans ces millions de fichiers, il y en a une bonne partie qui ne sont que, parce qu'on ne parle même pas de chansons, c'est pour ça qu'on parle tout le temps de fichiers, qui sont juste des espèces de bruits d'ambiance, si vous voulez. Et quand on regarde, et je pense que si vous avez des enfants, si vous avez des connaissances, quelqu'un dit « je n'arrive pas à m'endormir, ce que j'aime, c'est le bruit de la pluie qui tombe sur un Vénus ». Eh bien, vous avez les plages qui sont très très fréquemment entendues, ce sont des trucs qui sont un peu relaxants comme ça,
ou alors des compositions dans lesquelles vous avez des gros drones au synthétiseur, puis on a une petite mélodie éthérée qui vous permettent de vous concentrer, de vous endormir. Il suffit de, si vous avez un abonnement pour Spotify, etc., allez regarder, on ne cherche plus des artistes, ce qu'on cherche surtout, c'est des ambiances. Et donc si vous tapez, vous voulez la playlist qui s'appelle Mood Booster, parce que vous êtes un peu déprimé, vous voulez un truc un peu rentre dedans, ben vous allez avoir de la musique comme ça. Et si vous avez un truc, je veux me concentrer, eh bien vous allez avoir une musique qui est santé, vous concentrer, etc. Et donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et donc là-dedans, ça veut dire que pour tous ces répertoires-là, l'intelligence artificielle, ça suffit évidemment. Si je dis à l'intelligence artificielle, je voudrais bien le bruit de la pluie qui tombe sur une vitre, et puis mettez-moi un petit drone sur la note sol en dessous pour que ça fasse un peu pour que ça raccroche un peu les choses à l'intérieur. Voilà, c'est des choses qui sont évidemment très très simples à produire et qui vont extrêmement rapidement. Et puis, l'autre chose, c'est que pour ces musiques de tapisserie, pour ces musiques de fond, etc., eh bien, le plus gros consommateur, ce sont aujourd'hui les réseaux sociaux. Parce que si vous êtes sur TikTok, si vous êtes sur Facebook, etc., et que vous voulez poster, vous, une photo, un petit film d'une cérémonie de mariage, eh bien, vous mettez de la musique généralement. Enfin, si la plupart des reels et des vidéos que vous voyez, il y a de la musique derrière. La musique, vous avez dû la prendre à quelqu'un, vous devriez payer des droits. Si vous passez par ces intelligences-là, évidemment, il n'y a plus de propriétaire et donc vous pourriez vous poster tout ce que vous voulez sans devoir payer des droits. On peut même se dire, ben voilà, on est dans un musée, et le musée, parce qu'il y a parfois de la musique de fond, eh bien, ils doivent payer des droits à la SANA, mais en se disant, on a des soucis financiers, ben, on demande de faire une espèce, voilà, je voudrais de la musique d'ambiance pour mon musée, qui ne dérange pas les gens, mais qui en même temps fait une espèce de présence pour éviter les silences. Ben, vous prenez ça, vous le diffusez, et ça vous permet de ne plus payer de droits à la SANA, puisqu'il n'y a pas de compositeur derrière ce que vous avez été demandé. Donc, la demande pour ces répertoires-là, c'est absolument colossal. Mais il y a évidemment des tas d'autres usages, et qui sont parfois moins spectaculaires. Si vous avez entendu le dernier 45 tours des Beatles qui est sorti à la fin de l'année dernière, ben là aussi c'est l'intervention. Ils ont fait ça comme si c'était énorme, mais en fait, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'on en disait, c'est-à-dire que quand John Lennon, un peu avant sa mort, avait enregistré sur une cassette, justement, sur une cassette, toute une série de démos, et donc il y avait chant piano. Et quand les Beatles avaient voulu enregistrer cette chanson-là, il y a une vingtaine d'années, la technologie ne permettait pas encore de séparer la voix de John Lennon du piano, parce que sur un truc monophonique, on ne savait évidemment pas. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle elle a permis de séparer les choses de manière très très forte. Et puis elle a permis aussi d'ajouter des parties de guitare que George Harrison avait déjà enregistrées avant sa mort. Et donc ça veut dire qu'on est en plein entré dans ce truc de commencer à faire revivre les morts, si vous voulez. Donc si un jour vous voulez entendre, et je pense que j'ai des collègues à l'IRCAM qui ont déjà fait ça, c'est incroyable aussi avec l'intelligence artificielle, c'est reprendre du Edith Piaf. Et donc faire chanter en 2023 une chanson qu'Edith Piaf n'a jamais entendue, jamais composée, etc. Et vous avez sa voix. Et quand cette intelligence artificielle refait la voix d'Edith Piaf sur les mêmes chansons qu'elle, eh bien en fait on était nous dans la salle, on nous demandait c'est quelle l'original, c'est laquelle la copie, personne ne réussissait à dire, à faire la différence. Et donc je pense qu'on va commencer à voir très très rapidement le nouvel album d'Elvis Presley, le nouvel album de Michael Jackson, des choses comme ça, puisqu'on va pouvoir commencer à danser avec eux. Alors, dernière chose, parce que je vois que le temps qui m'était imparti est déjà presque écoulé. Il me reste juste quelques secondes pour vous parler un tout petit peu de la distribution de la musique composée à la maison. Et je reviens à mon tableau du début, le plus spectaculaire, c'est ça. Dans cette espèce de camembert, vous voyez que là-dessus, 3,9% des nouveaux titres qui ont été déposés l'année dernière, ça a été fait par des majors, donc des grandes firmes de disques. Tout le reste, on est 96,1%, c'est soit des firmes indépendantes, mais dans la plupart des cas, des particuliers.
Et en fait, ce qui aujourd'hui permet encore de rester davantage à la maison, c'est que non seulement on peut composer, mais on peut distribuer à partir de chez soi. Vous voyez, on est entré dans un système de circuit court, mais court entre guillemets, c'est-à-dire que dès que vous avez produit de la musique, eh bien vous pouvez tout de suite la mettre en ligne via ce qu'on appelle des distributeurs numériques. Et donc, c'est pas des choses, j'aurais dû vous mettre, c'est des fiches qui sont relativement simples. Vous avez un code par fichier, et à ce code-là, vous ajoutez un descriptif, vous mettez votre nom, vous dites ce que c'est, vous donnez un titre, etc. Et puis vous pouvez le poster, et c'est pas dans la journée, mais dans les 2-3 jours, bien, le fichier il est en ligne. Et donc ça aussi, ça pose des problèmes qui sont très très importants, et je terminerai par là, c'est le problème aujourd'hui de la rentabilité. Le streaming, ça ne rapporte rien. Et donc, hormis pour les quelques artistes dont je vous ai parlé, pour le pourcent qui a des centaines de millions ou des milliards d'écoutes, quand vous êtes un artiste normal, je disais encore un truc comme ça, il faut des millions d'écoutes chaque année pour pouvoir avoir un salaire, pour pas dire un salaire décent, pour avoir l'espèce de minimax. Et donc ça veut dire que si vous écoutez une chanson sur Spotify et que vous n'avez pas l'abonnement, ça rapporte 0,001 centime. Donc ça veut dire qu'il faut 1000 écoutes pour avoir 1 euro. Et cet euro-là, vous devez le partager avec le producteur, avec l'artiste, avec les différents intervenants, la plateforme prend son pourcentage, etc. Ça veut dire que pour gagner sa vie, il faut évidemment des choses qui sont importantes. Le premier problème, c'est la rentabilité. Deuxièmement, c'est de la concurrence déloyale aussi, parce que cette espèce de surproduction à laquelle on est confronté, c'est évidemment pas du goût de tout le monde, et en particulier pas du goût des majors, puisque d'abord il faut se battre contre l'intelligence artificielle. Si vous avez aujourd'hui dans la journée, vous dites, j'ai fait 300 fichiers d'intelligence artificielle, je les balance tous sur le truc, ça veut dire que je vais avec 300 fichiers, si je fais 300 fichiers par jour et que j'envoie tout ça, peut-être que je vais finir par gagner ma vie si j'arrive à faire un peu la publicité, etc. Mais ce qu'il y a évidemment, c'est que c'est un gâteau qui ne s'élargit pas de manière générale. Ça veut dire que quand on reçoit les décomptes d'écoute à la fin de l'année, eh bien ce qu'on a, c'est qu'un streaming, ça vaut chaque fois la même somme. Et donc plus il y a de fichiers, plus la somme d'argent va être délayée entre les différents acteurs. Et donc ça veut dire qu'un vrai artiste, eh bien, il doit combattre aujourd'hui contre des gens qui font soit de la musique tapisserie, soit des bruits blancs, soit toute une série de choses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis alors, dernière chose, comme pour tout, on s'aperçoit que ces nouvelles musiques faites à la maison, elles connaissent une obsolescence très très rapide. Et donc, dernier document qui était publié, ça veut dire que quand on écoute les chansons qui ont été écoutées en 2023, elles avaient, pour la moitié d'entre elles, moins de 5 ans. Et donc, regardez, quand on avance dans le temps, bien, à partir des années 80 ou à partir des années 70, ce qu'on écoute, la proportion de musique des années 70, 50, 60, et puis évidemment, si vous remontez, c'est plus rien du tout. Donc, ce qu'on écoute, c'est vraiment des musiques qui sont extraordinairement récentes. Et puis ces musiques extraordinairement récentes, elles disparaissent très très vite, puisque vous le voyez ici, c'est les 5 dernières années qui produisent 48% des musiques qui sont écoutées. Voilà, donc je vous ai fait une espèce de petit portrait de ce que c'était aujourd'hui de travailler, de composer à la maison. C'est évidemment bien plus facile, c'est d'une qualité qui peut être parfois extraordinaire, ça peut révéler des artistes qui sont extraordinaires, mais vous le voyez, comme toutes les innovations technologiques, il y a aussi évidemment, ça génère tout de suite une série de problèmes sur les côtés, mais qui vont sans doute faire bouger les choses de manière très très rapide. Voilà, merci de votre attention.